beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, wherever they are. Bonjour, nous sommes à la 14e heure des 24 heures chrono de l'international, en direct des studios de TV5 Monde. Après la Chine et Hong Kong, nous voici maintenant dans la capitale du Portugal, à Lisbonne. Bordé par l'Atlantique et à l'ouest et l'Espagne à l'est, ce pays du sud de l'Europe connaît aujourd'hui un contexte de crise. Il devrait cependant enregistrer un très léger rebond de sa croissance cette année. Avec son statut de centre économique, Lisbonne et sa métropole de plus de 2 millions d'habitants continuent ainsi d'attirer les entrepreneurs français, faisant de l'Hexagone le 3e État investisseur dans le pays. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Bernard Chantrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie luso-française et conseiller du commerce extérieur. Oui. Avec nous aussi, monsieur Jacques Dos Santos, bonjour. Vous êtes associé du cabinet Mazars à Lisbonne et à Luanda, un cabinet d'audit et de conseil aux entreprises, conseiller du commerce extérieur également et président bénévole de la Société française de bienfaisance de Lisbonne. Avec nous également via Skype, monsieur Pascal Teixeira da Silva, ambassadeur de France à Lisbonne. Bonjour monsieur ambassadeur. On va commencer cette émission avec vous. Combien d'entreprises françaises sont présentes au Portugal et à Lisbonne en particulier ? Il y a à peu près 400 entreprises françaises présentes au Portugal qui se répartissent à peu près entre le nord et le sud et surtout la région de Lisbonne, mais au sens le plus large. Mais le tissu d'entreprises est assez dense dans le nord du pays. Quelle est la situation économique aujourd'hui ? Le Portugal est engagé dans un programme d'ajustement, comme vous le savez. Il a entrepris des réformes structurelles et il y a une vraie volonté de l'ensemble du pays, en dépit de difficultés et d'efforts qui ont un coût social, pour non seulement surmonter la crise budgétaire et financière, mais aussi pour changer ce qu'on appelle le paradigme économique, c'est-à-dire faire de l'économie portugaise une économie beaucoup plus ouverte sur l'international, et qui mettent fin à ses déséquilibres externes et à son cycle d'endettement public et privé. Donc c'est un programme qui se déroule bien. Les 6 évaluations faites par la Troïka ont été positives et en dépit de la récession qui a frappé l'année dernière le Portugal et qui va encore se manifester cette année, il y a bon espoir que 2014 soit une année de rebond et que les profondes réformes structurelles en cours portent leurs fruits. Merci, monsieur l'ambassadeur. Nous reviendrons vers vous plus tard. Je me retourne tout de suite vers monsieur Chantrel. Monsieur Chantrel, quels sont les secteurs porteurs pour les Français qui souhaiteraient investir à Lisbonne aujourd'hui ? Oui, il y a beaucoup de secteurs porteurs malgré la situation économique. J'en citerai une dizaine rapidement. Il y a le secteur de l'automobile et tout ce qui touche à l'automobile. Et en rappelant qu'il y a 5 constructeurs qui font du montage, dont Peugeot, Citroën pour les Français, Renault qui a une usine également pour toutes les boîtes de vitesse de ces véhicules et de véhicules de Nissan. Il y a le secteur de la chimie-pharmacie, chimie produits de base, pharmacie aussi bien dans la recherche que dans les produits. Le secteur du papier et de la pâte à papier, les moules et la plasturgie qui sont de renommée mondiale au niveau de la technicité et de la qualité. Tout ce qui est électrique, électronique, orienté vers les télécommunications et l'éthique. Il y a le secteur de chimie-pharmacie, technologie de l'information. C'est important de citer qu'il y a des clients comme la NASA, Microsoft, qui font appel à des entreprises portugaises à cause de leur développement, donc c'est quand même une référence. Le secteur de l'énergie, notamment des énergies renouvelables. Le Portugal est un des 5 pays des acteurs principaux au niveau européen. Et les Français sont dans tous ces secteurs-là ? Les Français sont effectivement dans tous les secteurs. Bon, peut-être un peu moins. Si technologie de l'information existant, l'automobile, je l'ai cité. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce que vient de faire Vinci récemment ? Alors, le groupe Vinci vient de gagner la privatisation des aéroports de ANA, qui est l'entreprise des aéroports du Portugal. Donc, c'est un merveilleux investissement, puisque et ça montre bien l'intérêt des entreprises françaises pour le Portugal, à la fois pour venir comme nouvel entrant, mais pour y rester, parce que toutes les entreprises qui ont été citées par monsieur l'ambassadeur, elles ont investi et elles continuent d'investir au Portugal. Un mot à ce sujet, monsieur Dos Santos, un mot au sujet de la venue de Vinci.
ici? Oui, écoutez, bon, moi je suis particulièrement heureux de cette arrivée ou de cette... je dirais, cette décision de Vinci, d'abord parce que c'est une marque de confiance dans le pays. Et Vinci a une expérience déjà large au Portugal, puisqu'il faisait partie déjà du consortium de construction du pont Vasco da Gama en 1998. Ils sont toujours concessionnaires de ce pont et du pont 25 avril. Et cette décision me rend particulièrement heureux. Et puis, indépendamment de mon sentiment personnel, je crois que c'est une marque de confiance sur le Portugal et un groupe comme Vinci qui continue à investir, on parle de 3 milliards d'euros, pardon. Je crois que c'est une très très bonne nouvelle pour le Portugal et pour l'économie portugaise. Un dernier mot sur les pôles de compétitivité qu'on peut retrouver au Portugal. Écoutez, je crois qu'il faut situer le Portugal déjà géographiquement. Je crois que le pôle le plus important, à mon sens, c'est le pôle de la mer. Il faut savoir que le Portugal continental est ce que tout le monde connaît, ce petit jardin au bord de la mer, mais c'est aussi les eaux territoriales qui vont aux Açores et qui vont aussi jusqu'à Madère. Et le cluster de la mer, ou le pôle de compétitivité, pour rester français, est, à mon sens, le pôle qui va se développer le plus à l'avenir. Quand on parle du pôle de compétitivité de la mer, on parle de la pêche, on parle de la construction navale, on parle du tourisme, on parle des marinas, on parle de beaucoup de choses. Ensuite, il y a le pôle du bois, par exemple, qui est un pôle aussi qui, à mon sens, très, très particulier pour le Portugal. Merci. Alors Lisbonne a d'autres avantages. On va écouter tout de suite Pierre de Bourdeau, qui travaille chez Eurogroup Consulting et qui est président des CCE pour la zone Portugal et qui nous parle donc de ces avantages compétitifs. Le Portugal a une particularité unique, c'est qu'il est un hub. Il n'est pas simplement à considérer comme son marché domestique, il est un hub vers des pays de langue portugaise. Et aujourd'hui, il y a deux grands moteurs de développement qui sont le Brésil, bien sûr, mais également l'Angola, qu'il ne faut pas négliger, qui est le pays d'Afrique qui dispose des plus grandes ressources naturelles et qui est en train de se développer très rapidement. Et c'est vrai que beaucoup de sociétés qui considèrent aller vers ces pays que sont le Brésil et l'Angola, quand ils sont passés par le Portugal, ils ont pu habituer leurs équipes à cette culture et à la langue, et c'est vrai que c'est un hub naturel vers ces marchés. Monsieur Dos Santos, comme on vient de l'entendre, le Portugal est un hub pour les pays lusophones. Vous avez vécu 10 ans au Brésil, vous êtes aussi responsable de Mazar à Luanda en Angola. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là ? On pourrait dire beaucoup de choses, mais pourquoi je rebondis un peu sur les termes de ce que vient de dire Pierre. C'est vrai que le Portugal peut servir de tremplin non seulement pour les investisseurs, mais pour les personnes qui veulent aller dans ces pays. Il faut savoir que le Portugal a quitté le Brésil en 1822 et le premier empereur du Brésil était portugais, c'est le prince héritier, et que le Portugal a quitté l'Angola en 1975. Et quand on parle de l'Angola, il faut pas oublier le Mozambique, il ne faut pas oublier Guinée-Bissau, il ne faut pas oublier le Cap-Vert, il ne faut pas oublier São Tomé à un degré moindre. Donc, quel est l'avantage de ces pays ou l'avantage que présente le Portugal pour aller vers ces pays? C'est qu'en fait, ces pays-là ont maintenu des liens qui vont au-delà de la langue. Ce sont des liens administratifs. Les lois, aujourd'hui, si vous allez en Angola ou en Mozambique, vous retrouvez pratiquement les mêmes textes, qui est un gros avantage dans ces pays, c'est d'avoir des textes, des lois bien écrites et qui sont en fait l'héritage, le bon héritage je dirais, de la période de colonisation qui a duré 5 siècles jusqu'en 60. Pour bien réussir au Portugal, il faut déjà penser au Brésil et à l'Angola et tous les autres pays avec qui le Portugal a des liens. Je pense que les Portugais eux-mêmes aujourd'hui, comme refuge à la crise, ils reviennent un petit peu où ils étaient avant.
pour les raisons que je viens de citer, par la facilité d'intégration, mais aussi par le fait que cette facilité d'intégration, je dirais, se conjugue avec tout ce qui est administratif et tout ce qui est règles de fonctionnement de la société. Donc, droit des sociétés, tous les codes juridiques finalement. Exactement. D'accord. Monsieur Chantrel, à ce sujet-là, est-ce qu'on peut chiffrer ces exportations? Je pense qu'on peut donner un petit complément à ce que vient dire Jacques. C'est qu'il y a par exemple 7-8 ans, l'Angola était le 8e ou 10e partenaire du Portugal. Maintenant, c'est le 4e après l'Espagne, l'Allemagne et la France. La France qui est le 3e partenaire. Et ça traduit bien l'évolution. Et je pense que, bon, c'est pas... On peut très bien réussir au Portugal sans y venir pour aller vers l'Angola. Mais je pense que si on veut aller vers l'Angola, le Mozambique et tous ces pays, je pense que partir du Portugal, c'est vraiment un gain. C'est un gain d'efficacité, c'est une garantie de gagner du temps dans la période de développement des affaires dans ces pays-là. Et les entrepreneurs français sont intéressés par les entrepreneurs français commencent à s'y intéresser, à mon avis, un petit peu trop mollement. Ce sont surtout les entreprises françaises installées au Portugal ou les entreprises portugaises qui vont vers ces pays. Donc les entreprises françaises déjà bien intégrées finalement. Et je pense que le message que je peux donner, c'est qu'il faudrait que les entreprises françaises de France considèrent que aller vers le Mozambique, vers l'Angola, vers le Cap, vers le Brésil, peut-être moins, parce que c'est déjà un pays qui a ses propres relations, en passant par le Portugal, c'est un gain d'efficacité accrue. Alors, très bien, le conseil est passé. On va tout de suite écouter une nouvelle fois Monsieur Pierre de Bourdeau sur les formalités administratives et juridiques à engager lorsqu'on souhaite implanter sa société au Portugal. Il est clair qu'il y a beaucoup de facilités qui sont données pour s'installer au Portugal et pour y investir. Il y a une agence qui s'appelle l'AICEP qu'il faut absolument, bien évidemment, contacter lorsque l'on veut s'installer au Portugal. Et cette agence est une interface efficace pour permettre aux entités qui le souhaitent de s'installer dans ce pays. Monsieur Dos Santos, qu'est-ce que l'AICEP exactement? L'AICEP, c'est l'agence pour l'investissement du commerce extérieur portugais. C'est un organisme qui dépend du ministère des Affaires étrangères. Si on veut résumer son rôle dans l'économie portugaise, en fait, l'AICEP a deux rôles essentiels. D'abord, le marketing de tout ce qui est la promotion du Portugal et des produits du Portugal. Il y a un deuxième rôle qui aujourd'hui s'avère d'importance, qui est la coordination des investissements étrangers. La négociation, par exemple, la négociation d'encouragement et des aides à l'investissement par zone ou par secteur. Donc c'est finalement un interlocuteur indispensable lorsqu'on vient au Portugal. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que c'est un interlocuteur indispensable. C'est une agence par laquelle on doit passer quand on veut avoir vraiment de bonnes informations. Alors, si on veut monter sa société concrètement d'un point de vue juridique et administratif, comment ça se passe? Ça se passe tout à fait naturellement. Vous arrivez, vous allez consulter un cabinet d'avocats ou un cabinet d'expertise comptable et vous constituez votre société. L'AICEP n'est pas un passage obligatoire. On va écouter tout de suite Monsieur l'ambassadeur à ce sujet. Monsieur l'ambassadeur, vous souhaitiez intervenir? Oui, je voudrais ajouter que la réalité du tissu d'entreprises françaises, elle est assez considérable parce qu'au-delà des 400 entreprises, il faut savoir qu'en 2011, on n'a pas encore les chiffres 2012, la France était en flux net, c'est-à-dire quand on fait le solde des investissements et des désinvestissements, le deuxième investisseur au Portugal avec plus de 700 millions d'euros. Et nous avons fait, quand je dis nous, c'est l'ensemble de la communauté d'affaires française, et donc les conseillers du commerce extérieur, la Chambre de commerce et d'industrie luso-française et l'ambassade. Nous avons fait un grand événement l'année dernière, au mois de novembre, sur l'investissement français au Portugal. Et nous avons commandé une étude à l'université Nova, auprès de plus de 200 entreprises. Et qu'est-ce qu'on y apprend? On y apprend que les entreprises françaises sont plus anciennement implantées que les autres. On y apprend qu'elles sont rentables, qu'elles forment leur personnel, qu'elles les payent en moyenne mieux, qu'elles sont, en dépit de la conjoncture difficile, elles sont assez satisfaites
de leurs conditions, même si dans certains secteurs c'est plus difficile. Et ce qui est assez remarquable, c'est que 60% ont investi récemment et que près de 45% songent à le faire dans un avenir proche. Ce qui montre qu'elles sont confiantes dans l'avenir du Portugal, à la fois comme plateforme pour atteindre des marchés émergents, les marchés lusophones, ça a été dit et très bien par les autres intervenants, mais c'est aussi un pays qui offre des conditions qui s'améliorent, notamment le rapport entre le coût de la main-d'œuvre et la qualification, la position géostratégique dans le monde globalisé, les infrastructures, et puis je dirais tout ce qui est l'environnement de vie et qui fait du Portugal un lieu de séjour extrêmement apprécié des Français. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Merci, Monsieur Dos Santos, de votre participation à cette émission. Nous allons revenir après une courte page de publicité. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International avec une émission consacrée à Lisbonne au Portugal. J'accueille tout de suite une nouvelle invitée sur notre plateau. Bonjour Véronique Pellerin. Vous êtes directrice d'Ossopexa, une agence de marketing spécialisée dans la promotion de produits alimentaires, de vin et de l'art de vivre à Lisbonne, et aussi secrétaire générale de la section des CCE du Portugal. Véronique Pellerin, aujourd'hui, qu'est-ce que recherche le consommateur portugais ? Voilà. Alors, le consommateur portugais est un consommateur qui est très versatile. C'est vrai qu'on a eu une évolution un peu nouvelle. Hein. Le Portugal, c'est notamment le consommateur est carrément arrivé maintenant sur les tendances que l'on retrouve au niveau de toute l'Europe. C'est un consommateur qui est ouvert aux nouveautés. C'est un consommateur également qui aime les produits de luxe. Alors, c'est ça qui est assez intéressant. Alors, il a un peu changé avec oui, la crise, finalement. Voilà, mais alors justement, j'essaie d'expliquer qu'effectivement, dans cette évolution, aujourd'hui, avec la crise, le consommateur fait ses choix et est très regardant, en fait, sur son panier, d'accord ? Et c'est vrai que, bon, mon expertise est évidemment beaucoup plus la communication sur les produits alimentaires, qui est aujourd'hui le panier numéro 1, c'est 62% des achats des ménages. Et dans ce panier, donc, on a une évolution qui est moins d'actes d'achat, mais plus en volume. Voilà. Et comment ça se répartit ? Alors, ça se répartit en fait par une sélection. Aujourd'hui, le consommateur est très sensible à tout ce qui est en termes de communication dans le point de vente, les promotions. Donc, également, va regarder les produits qui m'apportent un service, c'est-à-dire une valeur ajoutée, et notamment tout ce qui touche au bien-être. Et ça, c'est prioritaire. Donc, c'est aussi les nouvelles tendances. Malgré la baisse de son pouvoir d'achat. Malgré la baisse de son pouvoir d'achat. Et qu'on estime, est-ce qu'on a un chiffre à ce sujet-là ? Sur la partie du pouvoir d'achat, il est pas négligeable. Ça dépend des catégories sociales. En tout cas, en termes alimentaires, il n'y a pas eu une baisse énorme en termes des ventes dans la distribution. C'est resté plus 2% entre 2012 et 2011, selon les données Nielsen.
alimentaire uniquement. Par contre, ça baisse sur les boissons, sur tout ce qui est hygiène et cosmétique. D'accord ? Donc, le poste alimentaire est celui qui fonctionne le mieux, en sachant que si on prend aussi le côté des circuits de distribution, effectivement, les produits alimentaires, 88% sont vendus dans la grande distribution, qui est le fer de lance, en fait, de là où les ménages vont acheter leurs produits, notamment alimentaires et boissons. Bernard Chantrel, est-ce qu'on peut vraiment tout vendre au Portugal ? Je pense qu'en théorie, on peut tout vendre, mais il est surtout indispensable et intéressant de vendre des produits et services à valeur ajoutée, puisque, comme dit Véronique, les Portugais sont très mûrs en matière de goût de la consommation. Donc, venir avec les produits qu'ils peuvent trouver sur place n'a pas grand intérêt. En revanche, cet attrait pour l'innovation, pour les choses modernes, fait que là où on peut amener des produits élaborés à forte technicité, les Portugais sont très intéressés. Et quelle est l'image des produits français, des produits étrangers en général et des produits français ? Alors, d'une manière générale, les produits français sont très bien acceptés sur le marché portugais. C'est un atout énorme. La France et le Portugal sont très proches en termes de consommation, en termes de restauration, en termes de cuisine, en termes de culinaire. Donc là, on a un atout énorme. En même temps, qui dit produit français, bon, on dit quand même produit étranger. Donc il y a le problème du positionnement prix. Et en fait, avec beaucoup d'entreprises avec lesquelles d'ailleurs je travaille, comme leur agence de communication, eh bien, nous travaillons un positionnement prix très intéressant, c'est-à-dire que accessible, justement pour débanaliser le côté cherté de l'image des produits français. Donc c'est un petit peu contradictoire, mais finalement l'image France égale image, gastronomie, prestige, valeur ajoutée. Mais en même temps, il faut arriver à vendre des produits de façon plus accessible. Donc on travaille sur le positionnement prix et de fait aussi sur des campagnes de communication et de promotion à valeur ajoutée. Donc voilà, on essaye d'améliorer également les ventes des produits alimentaires français sur ce marché. Forcément. Merci Bernard Chantrel de votre participation à cette émission. Nous allons revenir après une courte page de publicité. Ne confiez pas l'encaissement de vos impayés à n'importe qui. France Créance est là pour votre recouvrement amiable et judiciaire en France et à l'international. Nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, toujours à Lisbonne, au Portugal. Nous accueillons Yann Lebris de Kern, fondateur des Framboettes, un groupe qui rassemble les Français du Portugal. Alors, on va tout de suite revenir vers Monsieur l'Ambassadeur. Monsieur l'Ambassadeur, combien compte-t-on de Français à Lisbonne ? Alors, il y a deux réalités. Il y a la réalité qu'on connaît, c'est celle des inscrits dans les deux consulats de Lisbonne et de Porto. Ça, c'est à peu près 15 400 personnes, mais on pense qu'il y en a le double, voire le triple. Alors, la caractéristique de cette communauté française, c'est qu'elle est constituée pour moitié de doubles nationaux, et on imagine que les 15 000, 20 000 ou 25 000 autres, eux aussi sont des doubles nationaux, et qu'étant portugais, au Portugal, ils se considèrent chez eux et ne voient pas l'intérêt d'être inscrits. Ce qui est remarquable, c'est une communauté qui a cru de près de 70% en 10 ans, et qui est constituée de personnes de différents horizons, mais l'immigration portugaise et le flux de retour ont généré cette augmentation de la population française. C'est une population qui est aussi qui a un niveau socio-professionnel assez élevé, puisque plus des 2 tiers sont des cadres supérieurs, des professions intellectuelles, professions intermédiaires et des entrepreneurs.
Yann Le Bris de Cairn, merci Monsieur l'Ambassadeur, Yann Le Bris de Cairn, vous êtes un de ces Français. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est passée votre expatriation à vous? En fait, c'était assez spontané, c'est-à-dire que je suis arrivé à Lisbonne totalement par hasard en vacances, à la recherche d'une destination nouvelle en Europe que je ne connaissais pas encore. Et donc me voilà à Lisbonne, et en fait, ça a été un coup de foudre assez immédiat, puisque c'était une ville, je pense que tous les Français qui ont fait un passage le confirmeront, qui est extrêmement attractive, avec une qualité de vie, une douceur de vie qui est assez extraordinaire en Europe. Pas besoin d'aller très loin finalement pour trouver ça, et on le sait peu. Le coût de la vie est aussi assez intéressant. Alors le coût de la vie, on peut dire qu'il y a un ratio, sans trop se tromper, qui est à peu près entre 2 et 3, c'est-à-dire ce qui coûtera 100 à Paris coûtera 50 à Lisbonne, pour la plupart des produits, pas tous, parce que si on regarde le high-tech, tout ce qui est CD, informatique et autres équipements, là on est dans les mêmes prix. Mais globalement, effectivement, il y a un coût de vie qui est très intéressant, une douceur de vivre, un climat, une lumière et un peuple portugais qui est extrement sympathique et accueillant. Au niveau du logement, par exemple, pour louer un appartement ou acheter une maison? Pareil, sur le prix du mètre carré, je vais vous donner un exemple concret, qui est la zone historique centrale où beaucoup de Français ont choisi d'élire domicile, qui est Prince Breal, donc c'est Prince Royal, en fait c'est tout autour d'une place très jolie à Lisbonne, donc dans la zone historique, le mètre carré est autour de 2000-2500 €, donc à comparer à Paris, on est encore dans ce ratio de 2 à 3 par rapport au prix parisien, donc ce qui est aussi évidemment assez confortable, puisqu'on a tout de suite des beaux espaces, des beaux volumes pour des sommes abordables. Véronique Pellerin, juste un dernier mot sur la sécurité, très rapide. Oui, alors en fait un atout énorme aussi de la vie à Lisbonne, c'est sa sécurité. C'est-à-dire que c'est une ville où on vit très bien, avec sans danger en fait. Et je le sais parce que je vais régulièrement sur Madrid ou Barcelone. À chaque fois que j'ai un souci de vol, c'est effectivement dans ces pays-là. Non, c'est important parce que c'est important pour les familles, c'est important pour notre cadre de vie, et je pense qu'il faut vraiment le réitérer fortement. Voilà. Une autre des opportunités pour s'installer à Lisbonne. On va tout de suite écouter Manuel Urcade, qui est commercial chez AGS Lisbonne et qui nous parle de la facilité d'intégration à Lisbonne. C'est assez facile de s'intégrer, je pense, dans la mesure où les Portugais sont un peuple assez accueillant et qui apprécie la compagnie des étrangers, souvent. Et d'autre part, pour ceux qui ne seraient pas lusophones, c'est également un peuple qui souvent parle assez bien l'anglais et assez bien le français même. Donc voilà, l'un dans l'autre, je trouve que c'est assez facile de s'intégrer ici. Yann Le Bris de Cairn, vous confirmez? Est-ce qu'il est facile de s'intégrer avec les Lisboètes? Oui, alors c'est très frappant quand on arrive là, surtout si on vient de Paris en particulier, avec la réputation qu'on connaît des Parisiens. C'est-à-dire que les Lisboètes, les Portugais en général, sont extrêmement sympathiques, extrêmement cordiaux, souriants, serviables. Ils n'hésitent pas à vous venir en aide. Si vous êtes perdu dans la rue avec votre plan, ils viennent spontanément. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça. Et de ce côté-là, c'est extrêmement... c'est quelque chose qui est assez inattendu. Alors ça, c'est dans l'espace public, comme ça, il y a une sorte d'ouverture. Après, dans la sphère privée, c'est autre chose, et comme souvent dans les pays latins ou les pays du Sud, pour devenir véritablement amis, rentrer un petit peu dans l'intimité des Portugais, c'est beaucoup plus compliqué, ça met beaucoup de temps, et là, c'est un autre débat. Mais globalement, quand on arrive, qu'on est tout frais de France, on est très bien accueillis, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'il y a des différences interculturelles plutôt dans le monde du travail, par exemple? Oui, alors dans le monde du travail, et déjà, en fait, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que la langue française, faut se rappeler que la langue française était quand même la première langue étrangère que les Portugais apprenaient. Donc, lorsque je suis arrivée au Portugal, il y a déjà plus de 20 ans, c'était formidable. Premier pays pour moi, je connaissais vraiment pas le Portugal. Et de fait, j'arrivais à m'exprimer sans difficulté, on me comprenait. Donc ça, c'est un accueil aussi extraordinaire. Et on le retrouve encore un petit peu aujourd'hui, mais quand même un peu moins dans les jeunes, puisque maintenant, c'est la langue anglaise. Mais de fait, dans les conditions de travail, au niveau de l'intégration, ça fonctionne très bien également, puisque je crois que nos compétences et notre forme d'études et de compétences professionnelles s'adaptent tout à fait avec les besoins du marché portugais. Et c'est vrai que je réitère que, comme Monsieur l'Ambassadeur l'a exprimé, les cadres et les Français sont des cadres avec un profil qui permet de créer vraiment une valeur ajoutée, notamment aussi dans l'embauche, dans les entreprises françaises. On remarque que la catégorie des employés portugais que nous allons embaucher sont aussi dans des écoles et avec un profil vraiment très intéressant. Donc on est... Une main-d'œuvre assez qualifiée. Une main-d'œuvre assez qualifiée. Donc l'intégration se fait très bien. À ce niveau-là, il n'y a pas vraiment
un particularisme. Il y avait auparavant, on devait utiliser des expressions très comme les Italiens, cher monsieur le docteur, alors que voilà, bon, aujourd'hui c'est fini, on rentre vraiment, on est beaucoup plus américanisé, on va dire, dans cette approche-là. Mais c'est vrai que les Portugais et dans les entreprises sont très compétents, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une efficacité de compétitivité. Merci. On va parler tout de suite du lycée français avec Alain Vallès, qui est conseiller à l'UEFE. Il y a un lycée français, le lycée Charles Lepierre, dont j'ai l'honneur et l'avantage d'être le président, qui est un lycée tout à fait remarquable, qui marche très bien. C'est vraiment un très bel établissement. Il va de la maternelle au bac. Il a 1800 élèves, dont nettement plus de la moitié sont des étrangers, essentiellement des Portugais, bien entendu. Alors moi, je suis très content de la présence de ce lycée. Son grand problème, c'est qu'il est insuffisant, il faudrait l'agrandir. Véronique Pellerin, vos enfants sont allés à l'école portugaise, à l'école internationale et au lycée français. Qu'est-ce que vous conseilleriez alors aux familles qui souhaiteraient s'installer à Lisbonne? Alors, pour les familles françaises, avant tout, le choix du lycée français. Lycée français de Lisbonne est extraordinaire. C'est à une très très bon niveau. Il y a beaucoup de Portugais d'ailleurs qui voudraient y rentrer et qui ont du mal parce que les effectifs sont limités. Après, il y a effectivement aussi, le côté international est aussi intéressant parce que c'est pour ceux qui veulent aller étudier dans les pays anglo-saxons. Donc, mais ceci étant, aujourd'hui, le lycée français de Lisbonne se rapproche de plus en plus, on va dire, des écoles internationales, privées, anglo-saxonnes. Et ça, c'est très bien en termes de dynamisme et en termes d'évolution. Et au niveau des tarifs, par exemple? Alors voilà, donc les tarifs sont... Bon, alors l'école portugaise publique est bien sûr gratuite. Ensuite, sur les écoles anglo-saxonnes, elles sont privées, elles sont assez chères. Elles sont aux alentours de 10 000 € par an. Et puis, pour le lycée français, c'est 2 fois moins cher, à peu près 5 000 € par an, en prenant tout inclus, bien sûr, les manuels scolaires qu'il faut acheter. Voilà. Est-ce que vous savez s'il y a des programmes, par exemple, pour les enfants qui vont à l'école portugaise, mais qui souhaitent continuer à apprendre le français le week-end, etc., pour les familles qui... Oui, alors en fait, il y a l'Alliance française, qui est très très bien pour tout ce qui est justement l'apprentissage de langue française. Moi-même, à Sopexa Portugal, j'ai une équipe avec des personnes qui sont portugaises et qui ont appris le français avec l'Alliance française, un niveau extraordinaire. Donc, je dois dire qu'on est à ce niveau-là, c'est très très bien organisé. Ça peut être un support de plus si on ne peut pas, bien sûr, avoir accès à l'enseignement français. Yann Le Bris-de-Quinte, pour revenir un petit peu sur l'ambiance de la ville, comment vous la décririez Alors, si on parle d'un point de vue ludique ou loisir, moi, je la trouve absolument alternative et très agréable. Vous avez des quartiers à conseiller, des conseils? Oui, bon, il y a le quartier très connu du Bairro Alto, qui est l'endroit, alors c'est assez inimaginable d'un point de vue français, mais où il y a une concentration de bars, d'établissements, avec une foule très compacte l'été. Alors vous pouvez boire dehors, fumer à l'intérieur, c'est une sorte de melting pot de toutes les tendances. Et puis avec zéro insécurité, encore une fois. Au niveau culturel, alors si on vient d'une grande mégapole européenne, on peut être un petit peu frustré, mais enfin il y a quand même l'orchestre symphonique Gulbenkian, il y a l'orchestre du Centre culturel de Belém, le CCB, il y a des expos intéressantes, donc il y a quand même de quoi faire. Il y a l'Opéra San Carlos aussi qui est très bien, mais en termes de fréquence, c'est évident qu'on n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas la même population cible aussi, donc on a un peu moins de choses. Mais par ailleurs, il y a tellement de choses à faire, la plage est à 20 minutes, une demi-heure de voiture avec des décors somptueux, donc il y a plein de balades à faire et plein de coins à découvrir. Et puis dans Lisbonne, donc il y a des établissements parmi les plus beaux d'Europe en termes de discothèques, le Lux, le Silk, avec des vues et des cadres absolument phénoménaux. Il y a même un bar francophone. Un dernier conseil pour ceux qui souhaiteraient s'expatrier rapidement. Alors, un dernier conseil pour ceux qui souhaitent s'expatrier. Moi, je pense que le Portugal, et notamment Lisbonne, où il y a un art de vivre extraordinaire, très facile de s'y installer. Même, on peut travailler et vivre à Lisbonne et travailler pour le marché français. On est à 1h30 de Bordeaux, 1h30 de Marseille, de Nice. Donc en fait, je pense que pour tout ce qui est qualité de vie, j'aimerais bien d'ailleurs que le Portugal devienne la Californie de l'Europe. Ce serait formidable. On va laisser le mot de la fin à Monsieur l'ambassadeur. On vous écoute. Je ne peux que faire écho à tout ce qui a été dit. Je rajouterai que le Portugal accueille 1 900 000 touristes français par an. C'est la 5e destination.
Et c'est un flux qui est en croissance année après année pour toutes les raisons qui ont été dites sur l'attrait de ce pays. Je crois que le message à faire passer, c'est qu'au-delà de l'agrément du cadre de vie, et c'est vrai que c'est de plus en plus important, c'est un pays qui est véritablement engagé dans un effort considérable pour ouvrir et moderniser son économie. Et le fait que les entreprises françaises, en dépit de ces difficultés, investissent, croient dans l'avenir, aient envie d'utiliser le Portugal comme une plateforme est un signal très intéressant. Et ça a été dit, je le répète, Vinci est venu ici à la fois par reconnaissance des compétences de l'entreprise qui gère les aéroports, mais aussi comme un moyen d'aller à la conquête d'autres marchés. Et donc c'est comme ça qu'il faut voir le Portugal. Vous savez, il y a un spécialiste d'art espagnol qui disait du Portugal que c'est un balcon penché sur l'infini. Je pense que dans le monde globalisé, ce qui a pu paraître comme une position excentrée, un peu périphérique vis-à-vis de l'Europe, un véritable atout. Et je pense que ça peut être une véritable plateforme. Merci monsieur l'ambassadeur. Merci Yann Le Bris de Kern, merci Madame Pellerin. Cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Juste après la publicité, vous pourrez voir une vidéo réalisée par Igor Saramango, un vidéaste amateur sur Lisbonne, dans le cadre du concours Une ville en images mis en place avec TV5 Monde. Dès 13h, retrouvez la suite de notre tour du monde des 24 heures chrono de l'international avec une émission consacrée à Kyushu au Japon. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde. Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv.